Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis physiquement aux États-Unis, à New Haven, qui est la ville où il y a l'université de Yale, où je travaille depuis 5 ans maintenant. Avant, je travaillais à Paris. Et voilà, c'est entre New York et Boston, pour ceux qui ne sauraient pas le placer sur une carte. Moi, je n'aurais pas su le placer sur une carte avant d'aller y travailler, donc je comprends tout à fait. Donc, on va discuter ensemble un petit peu de phobie scolaire ou refus scolaire anxieux, hein, c'est quand même un peu la même chose, des actualités scientifiques et des conseils pratiques. Et je vais essayer de garder du temps pour qu'on puisse en fait échanger avec vos questions parce que c'est difficile de les anticiper, de savoir ce dont vous avez besoin. Donc, moi, j'ai travaillé sur la phobie scolaire pendant plusieurs années. J'ai fait ma thèse de sciences sur la phobie scolaire. Et je continue en fait à participer à l'INSA, qui est l'association internationale pour les troubles de la civilité scolaire, à encadrer un peu des travaux sur le sujet. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un panel de ce qu'on sait de manière actualisée. Donc de quoi parle-t-on déjà? Euh, le refus scolaire anxieux ou phobie scolaire. Alors refus scolaire anxieux, c'est le terme plus technique, enfin en tout cas un peu plus propre scientifiquement. Mais en fait, ce qu'on entend souvent dans les médias, c'est phobie scolaire. Et moi, j'hésite pas à utiliser phobie scolaire parce que ça parle et on sait à peu près ce dont on parle. Mais globalement, vous pouvez considérer que c'est la même chose. C'est un des quatre, vous voyez, types de troubles de la civilité scolaire. Les autres étant l'école buissonnière, le retrait scolaire, qui est plutôt quand l'enfant n'arrive plus, enfin finalement décroche, ce qu'on appellerait plutôt du décrochage, et l'exclusion par l'école. Donc ça, il y a les équipes notamment de Hain et Carnet qui essayent de toujours bien différencier de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur un refus scolaire anxieux ou sur autre chose? Tout élève absent de l'école n'a pas forcément un refus scolaire anxieux. Donc la définition qui donne du refus scolaire anxieux, et on va la regarder un petit peu ensemble, hein, c'est donc un enfant ou adolescent qui est réticent à aller à l'école ou s'y refuse, tout en exprimant une forte détresse émotionnelle, soit temporaire et indicatif de son aversion pour la présence scolaire. Et les mots sont choisis là, hein, c'est pas son aversion pour le travail scolaire, hein, c'est son aversion pour la présence scolaire. Et donc, il peut y avoir de la terreur, de la tristesse, des plaintes corporelles, soit une détresse émotionnelle qui est durable, avec une humeur dépressive et des troubles du sommeil. Donc, même quand l'enfant ne va pas à l'école, même le week-end, même les vacances scolaires, il y a cette détresse émotionnelle qui reste là. Le deuxième point, c'est que l'enfant ou l'adolescent n'essaye pas de cacher son absence à ses parents. Par exemple, s'il reste à la maison, les parents sont au courant. Si au tout début il a tenté de cacher l'absence, il a cessé de le faire une fois découvert. Ça, ce point 2, c'est pour essayer de différencier de l'école buissonnière. On va avoir des enfants qui essayent d'éviter d'aller en classe, mais que ce ne soit pas vu. Et même une fois découvert, ils vont quand même continuer à le faire dès qu'ils en auront l'occasion. Le troisième point, c'est que l'enfant ou l'adolescent n'a pas de comportement clairement dit antisocial, bon, c'est un grand mot pour dire perturbateur et qui va à l'encontre des règles, en dehors de sa résistance aux efforts de ses parents pour l'emmener à l'école. Donc la seule chose qui peut conduire à des tensions ou des conflits, c'est vraiment le fait de souhaiter éviter d'aller à l'école. Mais en dehors de ça, c'est un enfant qui fonctionne bien, qui sait comprendre quand il y a des règles, qui est respectueux des droits des autres, qui est pas en train de s'engager dans des activités de criminalité ou de perturbations comme ça de l'ordre social. Là encore, hein, l'idée c'est d'essayer de différencier avec d'autres profils d'enfants ou d'ados qui en fait, pour qui l'absence scolaire s'inscrit dans une difficulté à suivre en fait les règles de vie ensemble, quoi, en société. Et le quatrième point, c'est les parents font ou ont fait des efforts raisonnables pour s'assurer de la présence en classe de leur enfant et affirment leur souhait que leur enfant soit présent à l'école à plein temps.
Et là, l'idée, c'est encore une fois de différencier avec des parents qui se diraient, bah, c'est pas grave si mon enfant va pas à l'école, c'est pas un problème pour moi. Là, en fait, le problème, ce serait pas tellement le refus scolaire anxieux, ce serait plutôt que l'école n'est pas valorisée dans la famille comme quelque chose d'important. Donc, c'est des définitions qui aident en fait à y voir plus clair, hein. Comme toujours, elles sont pas parfaites, mais ça nous donne un peu un profil type d'élève, d'enfant qui est concerné. Mais comme toute définition, elles ont un peu des problèmes. Et donc moi, j'avais notamment, au sein de cette équipe scientifique internationale, j'avais souligné un certain nombre de difficultés. Une des choses, c'est exprimer une forte détresse émotionnelle, c'est-à-dire que on a certains sous-groupes d'enfants ou d'ados chez lesquels, parmi ces sous-cultures, c'est pas forcément valorisé d'exprimer sa détresse émotionnelle. Et donc, on a vu des exemples, notamment de garçons dans des milieux populaires où ça se fait pas de dire que on est triste, on a peur, on est angoissé, qui vont masquer en fait l'angoisse par quelque chose qui a l'air d'être de l'école buissonnière, du je m'en foutisme, du après tout c'est pas grave, je vais pas en classe, etc. Avec une attitude un peu comme ça d'esbrouf, mais en fait ils ont énormément d'angoisse. Donc attention à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas parce que un adolescent vous dit pas je suis terriblement angoissé qu'il n'est pas angoissé. Il faut des fois aller voir un peu sous la façade du comportement pour comprendre ce qui se passe. Et le deuxième point qui est quand même un petit peu difficile, c'est les parents font ou ont fait des efforts raisonnables pour s'assurer de la présence en classe de leur enfant. Ça dépend qui évalue ces efforts et qui les juge. Et en France, souvent, ces efforts, ils sont évalués et jugés par les professionnels de l'école, c'est-à-dire est-ce que, enfin, le CPE, les profs principaux, etc., vont se dire est-ce que les parents ont pris contact avec nous ou pas? La plupart des parents prennent contact et c'est très bien, mais on a encore une fois des sous-groupes de la population, notamment dans les familles immigrées où ça ne se fait pas de contacter l'école parce qu'on ne veut pas déranger l'école, hein. Avec tout le respect qu'on a pour l'école, on ne veut pas, surtout pas embêter le professeur, et où ses parents ont beau travailler trois boulots, 2 jours de nuit pour que la famille puisse vivre, essayer de tout cœur que leur enfant réussisse à l'école et s'intègre bien. Ils vont pas forcément téléphoner et ça peut être perçu, hein, téléphoner ou se présenter euh, à l'école parce que leur enfant n'y va pas. Et ça peut être perçu comme un désintérêt pour la scolarité de l'enfant. Voilà, donc tout ça pour dire que ce que j'essaye de souligner un peu, c'est qu'il y a pas mal de jugements en fait, hein, et je pense que vous le savez très bien, hein, de tous les côtés, de euh, est-ce qu'on montre assez qu'on a envie que notre enfant aille en classe, et les parents le disent très bien, hein, qu'ils ont peur d'être jugés et ils le perçoivent parfois, hein. Il y a des équipes qui sont très bienveillantes et c'est super, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des jugements de la part des professionnels de santé, hein, malheureusement, c'est pas que à l'école. Donc la phobie scolaire, c'est aussi un phénomène social. Alors j'utilise les deux mots de manière interchangeable, hein, mais prenez celui que vous préférez. C'est un phénomène social aussi, c'est-à-dire pas d'école, pas de phobie scolaire, entre guillemets. Et donc quand on regarde là sur l'outil Google Trend, donc l'outil Google Trend, c'est un outil sur Google qui vous permet de savoir que cherchent les gens. Donc à chaque fois que vous tapez une recherche dans la petite barre, c'est enregistré, en tout cas il y a quelques mots-clés qui sont enregistrés, et ça permet à Google de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Et donc, et vous pouvez faire des recherches de mots-clés associés, par exemple, c'est intéressant. Et des données qui sont publiques, donc vous pouvez utiliser Google pour savoir qu'est-ce qui intéresse les gens et qu'est-ce que les gens recherchent. Et en fait, si on regarde en France, donc là c'est en français, hein, phobie scolaire, les gens cherchent phobie scolaire à la rentrée scolaire, c'est-à-dire au mois de septembre. Et vous voyez ensuite les petits pics qui déclinent tout au long de l'année, hein, où les gens cherchent un petit peu moins. Mais les petits pics successifs sont des pics de rentrée de petites vacances. Donc le deuxième pic de l'année, c'est début novembre. Le troisième pic, c'est début janvier. Après, et à la fin, c'est avril. Et puis le creux de la vague, là, c'est juillet-août, où on n'est plus inquiet de la phobie scolaire. Donc effectivement, c'est quand même un phénomène qui se manifeste autour de la rentrée. Et c'est pas pour rien, on verra ensuite qu'il y a quand même aussi une dimension de trouble de l'adaptation, c'est-à-dire de difficulté à retourner en classe. Et donc à chaque fois qu'il y a eu
une interruption longue, hein, quelle que soit la cause sous-jacente de cette phobie scolaire, eh bien, c'est plus difficile d'y retourner. Donc, voilà, après, c'est des choses qu'on peut prendre en compte dans l'accompagnement des familles pour préparer ces retours en classe quand il y a eu une interruption. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, les petits pics, c'est les retours en classe, et les petits creux, eh ben, c'est les vacances, hein, octobre, décembre, février, avril et juillet, août. C'est assez magique la manière dont ça marche. Le contexte scolaire est important à prendre en compte, notamment dans le contexte français, hein. On a une crise du système français qui montre un certain mal-être depuis à peu près les années 2010, hein, 2012, puis 2015. On voit avec les études PISA notamment qu'il y a une anxiété scolaire qui monte en France. Euh, et on a peu de formation à la pédagogie, aux compétences socio-émotionnelles, hein, pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, c'est-à-dire on est peu alphabétisé sur le plan émotionnel. On a du mal à identifier nos émotions, à pouvoir en parler, à savoir se soutenir les uns les autres. Moi, j'ai un fils là qui a 2 ans et donc il est à la crèche aux États-Unis, donc je regardais les programmes de l'école maternelle en France et aux États-Unis. Ils sont très similaires, sauf qu'en France, il y a un mot qui n'existe pas, c'est émotion. Donc, il n'y a pas d'émotion. Donc, évidemment, on voit bien dans la question de l'anxiété et du refus scolaire anxieux, c'est problématique si personne n'est formé aux compétences socio-émotionnelles, hein, ni les adultes, ni les enfants. On est centré sur beaucoup de savoirs théoriques et individuels, hein, et donc assez peu pratiques ou collectifs. Il y a des efforts pour que ça change, hein, mais c'est encore assez lent et on ne sait pas encore très bien faire. Et donc, c'est des choses qui augmentent encore l'anxiété, hein, parce que si on est tout seul responsable de son travail, on n'est pas censé être avec les autres pour le faire, et qu'en plus c'est très cognitif et assez peu pratique, ça augmente beaucoup l'anxiété. La scolarité est sous tension, hein, c'est-à-dire que il y a des enjeux, il y a une forme de pression qui n'est pas une pression que les parents mettent sur les enfants, hein, je tiens à clarifier, ni que les enfants se mettent eux-mêmes, ou si vous voulez, tout le monde se la met un petit peu, mais en fait, c'est surtout une pression qui est là, quoi. C'est une pression qui est dans l'air, parce que tout le monde sait que il y a des enjeux et que l'issue de la scolarité va avoir un impact sur la vie de la personne. Et donc, l'école, on le sait maintenant, donc depuis 2012 avec PISA en France, augmente les inégalités sociales. Donc, on ne peut pas simplement confier son enfant à l'école en se disant, ça va bien se passer, je fais confiance, puisqu'en fait, c'est l'école de la République et qu'elle a pour objectif d'amener tout le monde à un bon niveau et de laisser personne sur le côté. C'était l'objectif de l'école de la République quand elle a été créée et pensée. Actuellement, pour plein de raisons, en pratique, ça se passe pas comme ça. Et donc, les parents doivent quand même rester vigilants pour accompagner leur enfant, parce que le risque, c'est que chaque famille ayant ses points forts et ses points faibles, le risque, c'est que les points faibles soient pas compensés à l'école. Il y a aussi une urgence de l'insertion socio-professionnelle. Donc ça, c'est des travaux de sociologie de Cécile Van de Velde qui avait fait ça en 2004 et elle avait fait une comparaison européenne. Et en France, il y a une urgence par rapport à d'autres pays européens. Quand on dit urgence, c'est que il y a l'idée qu'à 17 ou 18 ans, quand on a passé le bac, il faut tout de suite aller vers les études supérieures. On ne peut pas faire un petit boulot pendant 1 an ou 2, le temps de choisir ce qu'on veut. On peut pas aller faire le tour du monde, je sais pas, aller travailler dans des champs avec des moutons en Nouvelle-Zélande, et ensuite revenir quand on sait un peu plus ce qu'on veut, qu'on a une expérience de vie, qu'on a maturé, etc. Il y a d'autres pays où c'est le cas. Et notamment en Allemagne, par exemple, où c'est possible de s'arrêter à peu près à n'importe quel moment, mais en général après l'équivalent du bac, de faire une pause où on travaille, on est rémunéré, et ensuite, quand on revient vers les études, on sait ce qu'on veut, quoi. Et donc, ça a un double impact, hein, c'est-à-dire que les jeunes, les ados, les familles sont stressés de vite, il faut absolument sortir au mieux de cette scolarité et s'engager très vite vers les études supérieures. Et aussi l'impact réel, c'est que quand on a 15 ans, entre 15 et 18 ans, si on est déscolarisé, on est dans une société qui ne nous offre pas d'emploi. Parce que notre société considère que si on a entre 15 et 19 ans, on devrait être à l'école. Euh, je parle pas que d'école générale, hein, ça peut être professionnel, etc. Mais on pourrait être en stage, mais on n'a pas d'emploi.
Et donc 71% des jeunes déscolarisés sont sans emploi, ce qui fait que c'est difficile aussi de vivre bien une période de déscolarisation parce que on a du mal à se sentir utile, à travailler, à être payé pour ce qu'on fait, à avoir une forme de valorisation de d'autres compétences qu'on pourrait apprendre un peu sur le tas. Et donc, la lutte contre le décrochage scolaire est du coup devenue une priorité politique et la phobie scolaire inquiète pour plein de raisons hein, qu'on a vues parce que ça menace un petit peu ce schéma qui est très contraignant quand même en France. Il y a aussi une emprise du diplôme, hein, qui est que on est censé finir en France ses études avec un diplôme, et c'est une singularité culturelle, je l'ai mis en gros, française, c'est-à-dire culturelle au sens où c'est arbitraire, un peu absurde, et on pourrait considérer que ce soit autrement, mais en tout cas c'est comme ça. Donc il y a une très forte emprise du diplôme sur l'accès à l'emploi, c'est-à-dire quand on cherche un emploi, on va tout de suite regarder quel diplôme on a eu, et plus on a eu un bon diplôme, mieux c'est. Et donc les inégalités scolaires de diplôme vont avoir un impact beaucoup plus important sur la vie des gens que leurs inégalités de compétences au travail. C'est-à-dire, on peut être un très bon travailleur, membre de l'équipe, super motivé, toujours présent. Eh bien, des fois, enfin, souvent, on sera quand même prisonnier d'une grille salariale qui aura été décidée par quel type de diplôme on a eu. Et donc, pour la majorité des gens, et des jeunes, on a du coup un long processus d'inflation des diplômes, c'est-à-dire que suffit pas de faire le collège ni le lycée, il faut maintenant faire des études supérieures, 2 ans d'études supérieures, des fois c'est pas assez, il faut continuer, etc., etc. Et donc on ne sait plus quand s'arrêter. Et la majorité des gens vont finir par avoir un emploi qui est sans rapport avec leur formation, mais dont le salaire aura quand même été décidé par le plus haut niveau de diplôme obtenu. Donc c'est quand même assez fou. Et les perdants de cette règle-là, hein, de cette emprise, sont souvent handicapés à vie par l'absence de diplôme ou par la nature du diplôme, même s'ils peuvent être extrêmement compétents. Et les gagnants peuvent être tout aussi bloqués, c'est-à-dire que quand ils veulent, parfois pour plein de raisons, faire un travail qui demande moins de qualification, on va leur dire, ah non, non, vous êtes surdiplômé, vous pouvez pas faire ça. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés là sur, sur l'ambiance de l'école et du système. Du coup, comment est-ce qu'on le vit quand on est à l'intérieur, hein, dans les pièges du décrochage, quand on est à l'école? Ce qui peut être vécu, c'est effectivement cette idée que quand on choisit une orientation, on la choisit au présent, mais on imagine que ça va être une orientation pour toujours et qu'on va se retrouver complètement bloqué. Donc les lycéens en particulier, notamment avec Parcoursup, mais même avant Parcoursup, c'était le cas, hein, je dirais que Parcoursup augmente les angoisses, avaient l'impression que ils allaient bifurquer vers quelque chose de définitif. Et même avant le lycée, la fin du collège est marquée par un certain nombre de bifurcations. Dans quel type de lycée est-ce qu'on va? Est-ce que c'est professionnel, général, etc. Euh, et encore une fois, c'est une singularité culturelle française, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où on peut être orienté vers une voie professionnelle à un moment donné et revenir dans une voie générale, ou l'inverse, et ça se fait. En France, vous trouverez des gens exceptionnels qui ont réussi à passer d'une voie professionnelle à une voie générale. Il y en a pas beaucoup, parce que très vite, c'est l'impression que la bifurcation est irréversible. Donc, c'est assez angoissant avec cette idée de bifurcation définitive en tout ou rien, hein, qui force à avancer à tâtons vers l'inconnu, donc on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent créer de l'anxiété scolaire, hein, c'est la peur de l'échec. Et donc, on peut se poser la question de comment comprendre que certains élèves qui sont en fait soucieux de leur scolarité, hein, travaillent moins qu'ils ne devraient. Donc ça fait aussi partie des éléments à prendre en compte dans la phobie scolaire. Et il y a 3 peurs principales, hein. Donc il y a la pression ressentie. Ça, je viens de vous en faire tout un gros résumé de qu'est-ce qui peut être angoissant dans le système. Il y a l'image de soi, c'est-à-dire l'idée que quand on travaille dur et que parfois on rate, on peut avoir l'impression que on n'a pas raté l'examen, mais que nous-mêmes on est un raté. Vous voyez, c'est-à-dire que au lieu de se dire bah voilà, il y a quelque chose sur lequel j'ai fait un échec, on se vit soi-même comme un échec. Et il y a aussi l'idée d'impuissance ou de perte de contrôle, c'est-à-dire que malgré tout le travail qu'on peut mettre dans une préparation d'examen, par exemple, il y a aussi des choses qui sont hors de notre contrôle. Euh,
On ne peut pas toujours tout maîtriser et c'est difficile parfois, quand on est enfant ou ado, d'accepter que malgré nos efforts, certaines choses sont en dehors de notre contrôle. Et donc, il y a quatre comportements qui peuvent masquer la peur de l'échec et on va retrouver parfois dans le refus scolaire anxieux, qui est d'afficher une sorte de mépris, c'est-à-dire je m'en fous, c'est-à-dire, je m'en fous de ce contrôle, je m'en fous de ce prof, etc. Au lieu de j'ai peur. Au lieu de pouvoir dire j'ai peur, et ben, ça donne l'impression comme ça qu'on s'en fiche. Il y a la fuite, hein, c'est-à-dire je sèche, je suis malade, j'ai eu mal au ventre juste avant le cours avec tel enseignant ou avec ou tel contrôle. Il y a la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain. Je sais que j'ai un examen lundi, mais en fait, je vais plutôt m'y mettre samedi après-midi parce que samedi matin, j'ai envie de faire la grasse matinée. Et puis samedi après-midi, j'ai quand même d'autres choses que je préfère faire. Donc, en fait, je travaillerai dimanche. Et dimanche, en fait, la journée passe parce que il y a tellement d'autres choses plus intéressantes. Je me retrouve le dimanche soir un peu au pied du mur en me rendant compte que là, pour le coup, j'ai plus assez de temps pour vraiment faire les choses bien. Et donc ça peut emmener à finalement moins préparer et à être d'autant plus anxieux. Euh, et le dernier point, c'est la sidération, c'est-à-dire parfois, et c'est souvent après la procrastination, quand on a tellement repoussé, qu'on est tellement au pied du mur, eh bien parfois, justement, parce qu'on a peur de perdre le contrôle et d'être impuissant, on se dit, je préfère ne rien faire, mais à 100%, c'est-à-dire, je vais rendre copie blanche. Parce que si j'avais vraiment, si j'avais vraiment essayé pendant 1 heure de me creuser la tête alors que j'ai pas révisé mon contrôle, peut-être que j'aurais eu que 3 sur 20 et du coup je préfère rendre ma copie blanche et au moins ça me donne l'impression de contrôler quelque chose, c'est-à-dire je peux toujours me raconter l'histoire que si jamais j'avais bien travaillé j'aurais peut-être eu une très bonne note. Mais j'ai pas besoin de voir que en faisant plein d'efforts sur le moment et ben la note qui sort est quand même pas terrible. Il faut savoir que pour certains élèves, mais alors en général, c'est pas des élèves pour lesquels on s'inquiète pour leurs notes, c'est une astuce qui est parfois à respecter, hein, c'est-à-dire que il y a des élèves qui sont assez efficaces, mais qui repoussent un petit peu ou travaillent au dernier moment ou ont pas très envie qu'on regarde leurs devoirs. Et pour certains, pour cela, c'est une manière d'aménager l'angoisse de performance, hein, c'est-à-dire que ils sont stressés de bien faire, mais ils se rendent bien compte que s'ils travaillaient 1 heure, 5 heures ou 10 heures leur examen, ils seraient toujours tout aussi stressés. Et donc leur manière de faire, c'est de être sûr de pas y passer trop de temps parce que sinon, en fait, ils ont plus de vie, quoi. Ils font que ça. Mais bon, en général, les parents le sentent bien, ça, et c'est pas des choses qui inquiètent outre mesure. Donc là, je vais vous parler un petit peu d'une enquête vraiment que sur la phobie scolaire, qui était celle que j'avais faite pendant ma thèse de sciences, avec 52 entretiens auprès de professionnels de l'école, donc des enseignants, des administrateurs, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires et des dispositifs de scolarité alternative. Et on avait deux régions qui étaient Paris et Bourgogne-Franche-Comté. Et j'avais varié les lieux, en fait, donc des collèges différents, avec une certaine mixité sociale, et puis aussi des milieux urbains de haut niveau, des collèges de petites agglomérations avec un niveau moyen, je dirais, et un collège rural, où là, l'enjeu, c'était même pas tellement le niveau du collège, qui était plutôt celui de ses élèves, où il y avait de tout, mais c'était l'enjeu de la ruralité, donc d'un certain isolement. Et ce qu'on voyait, en fait, en regardant tout ce que disaient ces professionnels de l'école, je reviens un peu sur la définition du coup du refus scolaire anxieux, c'est que il y avait l'attente d'une initiative parentale, c'est-à-dire il y avait l'idée que quand c'est une phobie scolaire, souvent les parents se manifestent. Et donc, bah, évidemment, il faut se manifester, mais moi, ce que j'étudiais aussi, c'était les barrières. Enfin, en tout cas les inégalités de soins et les inégalités sociales. Et on voyait bien que là, il pouvait y avoir l'impact, comme je vous disais, de barrières culturelles qui retardent l'accès aux soins, hein, c'est-à-dire des parents qui vont pas oser appeler l'école, où là, ça va se traduire par l'impression que le parent n'est pas intéressé. Donc ça impacte quand même les inégalités sociales, ça les augmente. Il y avait aussi un jugement moral de l'élève selon son niveau scolaire. C'est-à-dire, quand les professionnels me parlaient, ils me disaient, oui, oui, les phobies scolaires, on en a, mais souvent, c'est des bons élèves. Euh, les autres, il y en a qui ont des mauvaises notes, mais ils viennent plus en classe, mais en fait, ils décrochent. Ils décrochent parce qu'ils n'aiment pas l'école. Et donc, il y avait l'idée que si on avait des mauvaises notes avant d'arrêter d'aller à l'école,
probablement qu'on venait plus à l'école parce qu'on n'aimait pas l'école, mais on n'était pas angoissé. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans le détail, phobie scolaire et décrochage, c'est parfois un même problème, et on peut tout à fait avoir des mauvaises notes à l'école en essayant de bien faire, parce que on a une dyslexie, parce que on a une dyscalculie, mais quand même aimer l'école et vouloir bien faire, et du coup avoir plein d'angoisse, et finir par avoir du mal à aller en classe. Et donc, ce que ça traduisait, c'était que ces jugements-là augmentaient les inégalités sociales encore, c'est-à-dire que des élèves qui étaient déjà pénalisés, soit parce que leur famille avait un niveau scolaire qui était faible et ne pouvait pas les accompagner, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes des difficultés d'apprentissage, les enfants, et donc les notes n'étaient pas très bonnes au départ, et ben c'était un peu la double peine parce que les enseignants pensaient que en fait ils n'aimaient pas l'école. Donc ils n'allaient pas forcément aller faire l'effort de aller chercher cet élève, de l'accompagner, de d'aménager l'emploi du temps, de voilà, de se battre pour que cet enfant puisse se sentir plus à l'aise à l'école. Et donc il y avait aussi d'autres choses qui étaient importantes à prendre en compte, c'était qu'il y avait un repérage, c'est-à-dire moi je posais la question aux enseignants de tout type, est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des élèves qui viennent plus en classe? Ils étaient là et puis après ils sont plus là. Et ils me répondaient beaucoup en fonction de leur style de personnalité et puis d'enseignement. Et c'était très inégal, c'est-à-dire qu'il y avait des enseignants qui disaient oui, oui, moi je sais, ça m'est arrivé pour tel ou tel élève, et dès qu'ils sont pas venus, je me suis renseignée auprès du CPE, auprès du prof principal, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'enfant est malade, est-ce que les parents divorcent, j'essaie de comprendre, j'ai décroché mon téléphone pour appeler les parents, etc. Bon, il y a quelques profs qui font ça, mais il y en a aussi d'autres qui vont dire, oui, alors c'est vrai que des fois j'ai des élèves qui viennent plus, mais c'est le rôle du CPE de s'en occuper. Et donc, bah voilà, moi je continue mon cours, je parle à ceux qui sont là, et puis d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi cet élève est pas venu. Je sais pas s'il était malade physiquement, je sais pas s'il était angoissé, je sais pas s'il a déménagé, je sais pas. Et donc la qualité du soutien est très personne dépendant, et ça c'est évidemment quelque chose dont vous avez fait l'expérience, je suis sûre, dans vos interactions avec l'école. Euh, et c'est presque une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire, je vais vous dire juste ça juste après, c'est-à-dire que du coup, comme il y a certains enseignants qui sont particulièrement doués pour ce soutien émotionnel, aller au contact des familles, essayer de raccrocher l'élève, en fait, ils vont se retrouver, c'est le dernier point, avec une attribution différentielle des élèves aux enseignants, c'est-à-dire au moment de faire les classes, le directeur adjoint, je les ai interrogés aussi, hein, savent que en fait il y a certains profs qui sont plus doués que d'autres, qui vont pas juste oublier un élève qui est pas venu en classe. Et donc ces enseignants-là vont se voir attribuer plus d'élèves qui sont en train de qui ont eu un antécédent de phobie scolaire. Donc il y a eu une phobie scolaire l'année d'avant, par exemple, et donc au moment de rescolariser cet élève, ils se disent, ah bah tiens, on va essayer de le mettre dans cette classe parce que il y a une bonne combinaison de profs qui sont assez coucounants, et donc hop, on leur en met 5 dans leur classe. Et donc, il y a un biais de perception, c'est-à-dire du point de vue des enseignants. Moi, j'avais des enseignants qui me disaient, oui, la phobie scolaire, je vois très bien ce que c'est, ça augmente, j'en ai de plus en plus dans ma classe, et j'essaie de faire ce que je peux pour être en lien avec les familles et tout. Et d'autres qui me disaient, moi, la phobie scolaire, je sais pas ce que c'est. C'est vrai que j'ai un élève qui a disparu de ma classe à peu près chaque année à la fin du mois de septembre, mais je sais pas ce qui s'est passé, et je suis pas au courant. Et donc, ça crée, si vous voulez, des réalités parallèles euh, où il y a presque une controverse sur l'existence de la phobie scolaire. Il y a des profs qui disent oui, la phobie scolaire, je sais ce que c'est et ça augmente. Il y a des profs qui disent la phobie scolaire, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. En fait, ils ont pas, ils regardent la même chose, mais en s'y intéressant plus ou moins. J'espère que ça vous éclaire. Donc, du coup, il y avait 4 styles de gestion du refus scolaire anxieux, hein, du point de vue des profs. Donc, il y avait en vert extériorisé, un je délègue et c'est tant mieux. Donc, ceux-là, c'est ceux qui continuent leur cours et qui sont contents que l'élève aille voir le CPE. Ou si l'élève a l'air pas bien, ils vont dire, écoute, n'hésite pas à aller voir l'infirmière. Mais enfin, voilà, tu peux sortir de la classe et aller faire ce que tu veux et aller trouver de l'aide. Mais ils vont pas particulièrement s'intéresser à cet élève à la fin du cours ou prendre des nouvelles. S'engager ensemble en rose, c'était souvent le point de vue, en tout cas le discours de la direction, c'est-à-dire les directions d'école ont envie de faire en sorte
d'engager tout le monde et souvent ils sont au courant de toutes les informations, donc ils ont envie de faire bien. Parfois c'est un peu biaisé parce qu'ils ont le point de vue du chef, donc ils ont l'impression que tout le monde réussit à bien accompagner. Eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est justement d'attribuer les élèves qui ont une phobie scolaire aux enseignants les plus, je dirais, qui ont les meilleures compétences socio-émotionnelles. En orange, il y a faire sa part, c'est-à-dire ça, c'était souvent le point de vue des enseignants qui ont ces bonnes compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire qui décrochent le téléphone pour appeler les parents, qui essayent de participer aux réunions, aux équipes pédagogiques, etc. Euh, et par contre, ce qui était un peu frustrant pour ces enseignants-là, c'est qu'ils sont confrontés au secret médical. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Et ça, je vous dis ça aussi en tant que parents. C'est-à-dire que eux, ils aimeraient bien aider, ils aimeraient bien adapter, ils aimeraient bien comprendre. Mais comme on leur dit pas grand-chose, des fois, ils savent pas comment faire, ils marchent un peu sur des œufs, ils ont l'impression de peut-être pas bien s'y prendre, ou ils ont peur d'être maladroits avec l'élève. Et donc ça, le médecin n'a pas le droit de leur parler, l'infirmier non plus. Mais en tant que parent, gardez en tête que si vous avez des enseignants qui ont l'air de vouloir, de comprendre et d'essayer de s'intéresser à votre enfant, n'hésitez pas à parler avec ces enseignants-là, parce que en fait, avoir des détails, ça va les aider à bien faire. Et le dernier type, hein, qui était en violet, la voir venir, c'était souvent l'attitude des infirmiers ou des CPE ou de l'assistante sociale, qui étaient en fait des personnes ressources, c'est-à-dire qui sont disponibles et qui espèrent que les élèves vont arriver à eux. Euh, Souvent, c'est des personnes qui étaient très accueillantes, mais l'inconvénient de cette attitude de voir venir, c'est que parfois, euh, bah, s'ils sont pas proactifs, les élèves n'arrivent pas à eux en fait. Donc des fois, ils sont pas au courant de ce qui est en train de se passer si on les a pas sollicités. Un petit point sur l'impact des préjugés. Euh, je, je, je pense que vous êtes maintenant rodé sur la phobie scolaire avec l'expérience que vous avez et le recul, mais moi, je m'intéressais vraiment à la question du début de comment on repère ces jeunes-là et est-ce que tout le monde peut être accompagné ou est-ce qu'il y en a qui sont laissés sur le carreau. Et là, je vous montre un petit extrait qui nous permet de comprendre qu'en fait, quand les parents ne sollicitent pas l'école, quelle que soit la raison, l'enfant reste un peu sur le carreau. Et donc là, c'était une enseignante d'anglais hein, qui disait qu'elle s'était rendue compte qu'en fait, l'élève avait une phobie scolaire alors qu'elle ne le savait pas. Donc j'avais un jeune qui était en échec scolaire, il avait peur de venir parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait son devoir, parce qu'il n'avait pas appris, parce qu'on allait encore dire un mot dans le carnet. Et nous, on avait créé une ambiance très pesante. Et elle disait, oui, avec des exigences qui étaient justifiées, on voulait qu'il fasse son travail. Et à un moment donné, il a commencé à plus venir. En fait, il avait la peur au ventre. Nous, on a été très choqués quand les parents ont pu s'exprimer, parce que le jeune, lui, ne s'est jamais exprimé. C'est nous qui avons téléphoné pour savoir ce qui se passait. Et je l'ai mis en gras parce que l'initiative venait des enseignants, sinon ils n'auraient jamais su. Ils sont venus et c'est la maman qui a expliqué, nous on peut pas l'aider pour l'école, le père travaille du matin au soir, la maman était à peine alphabète, donc il avait pris du retard, le retard s'accumulant dans l'année scolaire de quatrième. Et là, à l'intérieur de nos classes, par nos exigences qui étaient justifiées, on a juste oublié de nous dire, mais pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à répondre à nos exigences? Pourquoi? Pour nous, c'était, il est immature ou il n'écoute pas. Comme pour beaucoup. Eh ben non. En fait, il y a une minorité nombreuse qui sort de notre tableau du pourquoi. Ce gamin avait la peur au ventre de venir au collège et ça peut être vraiment accablant. Donc là, vraiment l'idée c'est de souligner à quel point certains enfants sont confrontés à la double peine. C'est-à-dire que là, cet enfant, ses parents peuvent pas l'aider à l'école, ses parents savent pas prendre contact avec l'école. C'est un enfant qui a envie de réussir mais qui visiblement a des difficultés et qui a une angoisse qui est typique du refus scolaire anxieux, hein. Et là, par chance, c'est pour ça aussi qu'ils pouvaient m'en parler, cet enseignant-là, ils avaient pris l'initiative de téléphoner mais c'est pas toujours le cas. Donc, première chose à dire vraiment aux parents que vous accompagnez ou pour vous-même, il faut pouvoir être en lien avec l'école de manière sympathique, hein. Il ne s'agit pas de téléphoner à l'école pour les engueuler parce que en fait, c'est pas de leur faute non plus, Euh, mais, euh, mais vraiment discuter, quoi. Donc, du côté des familles, enfants, ados et parents, comment ils vivent les choses? Alors,
c'est vous les experts, donc vous pourrez toujours compléter ou amender certaines choses. Mais ça, c'était vraiment une étude qui était basée sur un certain nombre d'ados et de parents. Donc, Paris et Seine-Saint-Denis, avec l'idée de varier beaucoup les profils sociodémographiques. Donc, dans l'expérience, du côté des ados, une des choses qui est assez claire, c'est que le début de la phobie scolaire, c'est déjà le milieu. C'est-à-dire le jour où on n'arrive plus à aller en classe, c'est pas le premier jour où ça va mal. Ça fait déjà très longtemps que ça va très mal. Et donc, c'est une décision qui est d'apparence brutale, c'est-à-dire euh, souvent les parents sont un peu pris de court, mais en fait, ça faisait très longtemps que l'enfant allait mal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première crise, et la première crise de mal-être peut avoir lieu plusieurs années avant la phobie scolaire. Ça peut être par exemple une période où l'enfant a été harcelé, ou une période où l'enfant s'est senti mal, une période où l'enfant a fait une dépression. Et en fait, il a commencé à se sentir mal à l'école et il s'est autodiscipliné. C'est-à-dire que après, pendant très longtemps, il s'est forcé à y aller avec la boule au ventre, en se sentant hyper mal, et ça peut durer des années. Et donc, cette phase d'autodiscipline, elle passe complètement inaperçue. Personne ne s'en rend compte. Les profs ne se rendent pas compte, les parents ne se rendent pas compte, puisque c'est un enfant qui se lève le matin, qui va en classe. Mais c'est un enfant qui, en fait, est malade à l'intérieur toute la journée, même s'il ne le montre pas. Et en fait, il y a un moment donné où il y a un envahissement, c'est-à-dire que il n'y arrive plus, quoi. L'angoisse devient de plus en plus importante. Il peut y avoir d'autres événements intercurrents qui font qu'en fait, ils n'y arrivent plus. Et à un moment donné, le moment où ils refusent, c'est pas un refus de désaccord ou de je ne veux pas, c'est plutôt une reconnaissance d'incapacité. C'est-à-dire, je dois me rendre compte que là, je suis au bout. Et c'est en fait très proche du burn-out, hein, quand on voit les adultes qui nous parlent de l'expérience du burn-out au travail, c'est exactement la même séquence, hein, c'est-à-dire on a essayé de forcer, de pousser, etc. Et puis le jour où on n'y arrive plus, c'est qu'on se rend compte qu'en fait on est complètement dépassé. C'est pas vraiment qu'on ne veut pas. Et donc la reprise, et ça c'est ce que je dis à chaque fois, ça demande beaucoup de modération. Là, on est sur quelque chose qui traîne depuis longtemps, et donc on va pas pouvoir reprendre du jour au lendemain. C'est pas possible. Il va falloir reprendre tout doucement, petit à petit. Et donc c'est une expérience de la chronicité, c'est-à-dire que c'est long, c'est très très long de s'en remettre parce qu'en fait ça faisait longtemps que c'était là, avant que ce soit visible. Donc là, un petit exemple, hein, je voulais aller au bout de cet échange-là, donc cet échange avec une correspondante. Et donc finalement, j'ai arrêté. Il y a eu un matin où mon correspondant est parti. Et à midi, j'ai vu une amie qui m'a dit, mais je t'ai jamais vue comme ça alors que tu vas mal depuis des mois. Là, je crois que tu as atteint la barre. Elle m'a ramenée chez moi et je suis plus retournée au lycée du tout, du tout. Et donc là, Léa, quand elle parle, elle a 18 ans, mais c'était quand elle avait 17 ans ou 16 ans et demi. Et donc cette amie qui lui dit, mais là, enfin là, ça se voit que t'en peux plus. Il y avait aussi des témoignages de parents et qui disaient notamment une des choses qui était le sentiment d'être en décalage depuis toujours. C'est-à-dire, c'est des enfants qui savent faire semblant, et qui savent s'intégrer, mais en fait qui se sentent quand même à côté. Et donc la mère de Clotilde qui disait, je pense qu'elle était dans la solitude du coureur de fond et qu'on l'a pas repérée. Bon, elle avait quelques camarades, mais elle n'était pas d'équerre avec ses camarades. Elle n'arrivait pas. Moi, elle m'a toujours dit, et elle continue à tenir ce discours, moi, je peux m'intégrer dans n'importe quel groupe, je peux jouer le jeu comme ça, mais en vérité, ça m'indiffère, ça m'est égal. Donc cette impression, depuis des années, souvent, malgré le fait d'être en classe, d'avoir des amis, euh, d'être socialisé en apparence, et ben à l'intérieur, on se sent complètement à côté des autres. Et donc, dans cette impression d'être à côté, il y a un travail de représentation de soi, c'est-à-dire que on apprend à faire semblant. Et donc là, Victor, 16 ans, et on apprend à faire semblant pour plein de raisons différentes, hein, parce qu'on a des difficultés d'apprentissage, parce que on a une orientation sexuelle minoritaire, parce que on est en avance, parce qu'on est, qu'on dit un enfant précoce, et donc on s'ennuie, mais du coup on doit faire semblant de suivre le rythme des autres. Bon, il y a plein de raisons de faire semblant. Mais et là, je vous donne un exemple aussi de faire semblant, y compris pour intégrer des codes de violence un peu, de savoir se battre quand on est un garçon, etc. Alors qu'en fait, ça ne nous correspond pas. Donc là, il disait, Victor, que
il y avait un garçon plusieurs années avant son décrochage, avant son refus scolaire anxieux, qui l'avait forcé à te battre et qui lui disait, tu te bats jamais, vas-y, bats-toi. Et donc, je lui ai juste mis un poing dans la lèvre et le mec, il saignait. Et j'ai fait, c'est bon, vous êtes content, maintenant barrez-vous. Et ben, je me suis bien forgé mon caractère. Mais maintenant encore, j'ai peur des gens. J'arrive pas à avoir confiance. Je me sens obligée de me cacher et de faire semblant d'aller bien ou d'être entre guillemets normale pour avoir le sentiment d'être acceptée. J'essaye de connaître tout le monde et que tout le monde me connaisse, mais pas me connaisse, mais connaisse une fausse personne. C'est un peu comme une fourchette qui se fait passer pour un couteau pour pouvoir rentrer dans la bande. Donc on voit bien que c'est des jeunes qui sont intelligents suffisamment pour comprendre ce que les autres attendent, quelle est la règle du jeu, etc. Qui savent même jouer le jeu, mais ce jeu-là ne les intéresse pas. D'autres exemples de représentation de soi très variés, hein, pour voir que ça peut être sur plein de domaines. Anna, 16 ans, qui disait que elle devait apprendre à être une petite fille parfaite. Il fallait toujours que je sois impeccable, genre toujours bien habillée, bien apprêtée, bonne à l'école, et toujours sourire, toujours être polie. Et Louise, 16 ans, elle nous parle de comment elle devait tenir le coup alors qu'elle se faisait harceler. Je me retenais de pleurer quand je sentais qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi derrière mon dos. C'était les moments les plus horribles parce que j'étais toute seule. J'étais obligée de les écouter parce que je pouvais rien faire d'autre et je devais faire semblant comme si de rien n'était. Donc on voit cet apprentissage de faire semblant dans plein de contextes différents. Et donc du côté des élèves, souvent quand on imagine la phobie scolaire, on se dit peut-être qu'ils ont fait un burn-out des études en fait, du travail scolaire, hein, du travail académique. Bah oui, mais il n'y a pas que ça. Et donc ce travail d'épuisement, du travail de représentation de soi, c'est en fait un épuisement académique, donc de travailler en classe, mais surtout émotionnel et relationnel. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, ils en peuvent plus de contenir leurs vraies émotions. Et sur le plan relationnel, ils en peuvent plus de faire semblant d'être en lien avec des personnes avec lesquelles ils ne se sentent pas vraiment en lien. Donc c'est très important à prendre en compte dans comprendre comment ça se développe le refus scolaire anxieux. Et du coup, le parcours des élèves déscolarisés, c'est d'abord de renoncer à l'autodiscipline, de se dire en fait, je peux pas continuer à forcer dans un sens qui n'est pas le bon, de renoncer aux attentes extérieures, c'est-à-dire te dire en fait, je sais que je vais décevoir tout le monde, mais là je vais dans le mauvais sens, c'est quelque chose qui marche pas pour moi. Et de se recentrer sur des aspirations individuelles, c'est-à-dire très souvent, on se rend compte que quand ils vont arrêter d'aller en classe, alors s'ils n'ont pas une dépression massive, hein, s'ils ont une dépression énorme, ils peuvent vraiment plus rien faire, mais parfois, en fait, ils arrivent à retrouver des choses qu'ils aiment. Reprendre le dessin, reprendre de la musique un peu dans leur chambre, faire des choses qu'ils avaient juste plus pu faire pendant longtemps. Et en fait, ça va être assez important qu'ils puissent euh, s'intéresser à ses aspirations individuelles. Et du coup, ça s'apparente à la traversée d'une maladie chronique parce que c'est long de reprendre. Là, il y a des articles si vous voulez en lire plus. Euh, voilà. On va essayer de voir un petit peu aussi des choses qui sont un peu plus par gros chiffres, hein, pour que vous ayez quand même une vue d'ensemble. Donc ça, c'était l'article qui a été publié sur la base du questionnaire que j'avais fait il y a quelques années, où on avait pas mal de parents qui avaient répondu, hein, 1300, enfin plus que ça, mais on avait pu en analyser 1300. Euh, Et en plus, il est en libre accès grâce à l'association Phobie Scolaire qui a payé le journal pour que la publication soit pas réservée qu'aux scientifiques, mais qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc vous pouvez lire l'intégralité de l'article si vous voulez. Alors ça donne quelques chiffres parce qu'en fait, c'est les plus gros chiffres français, hein. C'est la plus grosse étude qui a été menée en France sur la phobie scolaire. Et donc on arrive à avoir des pourcentages un petit peu. Dans les 2 ans qui précèdent le refus scolaire anxieux, on a 23% d'élèves qui ont changé d'école. 24%, donc quand même 1 sur 4, hein, quasiment, qui ont eu le décès d'un proche, et 12% qui ont eu un changement dans la structure familiale, un divorce par exemple, une séparation. Le harcèlement est présent chez quasiment un élève sur deux, c'est énorme comme cause. Et la violence physique chez 16%. 62% des élèves se sentent sous pression. Et on demandait s'ils pensaient que c'était une pression d'eux-mêmes, de leurs parents, de l'école, etc.
Bon, en fait, c'est un peu des trois, mais la pression est là. On peut pas dire c'est juste la faute de l'école, c'est juste la faute des parents. Il y a aussi des élèves qui se mettent la pression, mais en tout cas, il y a cette idée-là que, il y a la pression. Là, c'est en anglais, mais je vais juste vous résumer un petit peu. Il y en avait quand même beaucoup qui avaient, 85% qui avaient des attaques de panique, 68% qui avaient des problèmes de sommeil, plus de 80% qui avaient des douleurs de ventre, donc ce qu'on appelle les somatisations, hein, c'est-à-dire quand le corps commence à donner des signes que ça va pas, donc des maux de ventre, maux de tête, anxiété. Et il y en avait 26% qui avaient quand même beaucoup de colère aussi. Mais c'est quand même une minorité, hein. Ça veut dire quand même que 3 enfants sur 4 n'expriment pas particulièrement de colère, ils sont simplement anxieux. On avait des parents qui considéraient quand même qu'il y avait trop d'utilisation de tablettes, mais aussi qu'il y avait de l'anxiété de performance. Il y a un petit peu un mélange de tout. Donc ils avaient des élèves qui se mettaient la pression pour réussir. On a 44% des parents, donc là c'est les parents hein, qui ont répondu à ce questionnaire, c'est pas les enfants. 44% pour qui l'enfant euh, en fait, répondrait à des critères d'enfants précoces, hein, donc d'enfants qui a un QI élevé pour son âge. Euh, C'était pas possible de vérifier qui avait vraiment fait les tests ou pas. Nous, on demandait dans le questionnaire, est-ce que ça a été testé? Il y a 44% des parents qui ont répondu oui. Euh, voilà, donc en général, les gens sautent au plafond quand, quand on dit qu'il y a des notions d'enfants qui sont en avance. Moi, la manière dont je le comprends, c'est que c'est pas facile de s'ennuyer à l'école. Je pense que c'est des chiffres qui sont aussi surestimés dans l'association phobie scolaire par rapport à la population générale parce que euh, souvent dans les associations, c'est des parents qui sont particulièrement proactifs et donc qui ont quand même un peu un meilleur niveau social que la moyenne générale. Mais je pense qu'il faut le prendre en compte aussi de se dire qu'effectivement, on a une école en France qui est pas très adaptée pour des enfants qui sont un peu en avance ou qui apprennent différemment, en tout cas, qui sont plus talentueux sur certains domaines que d'autres. Et c'est difficile de faire du sur-mesure en France, alors qu'en fait, certains enfants ont beaucoup besoin de sur-mesure pour plein de raisons différentes, hein, soit parce qu'ils sont en avance, soit aussi parce qu'ils ont des troubles des apprentissages, de la dyslexie, etc. Mais le sur-mesure est difficile dans des classes qui sont énormes. Donc la plupart des enfants se plaignent de leur école, de leurs camarades de classe, de leurs profs. Il y en a quand même 30% qui ont une diminution, une baisse de leurs résultats scolaires, hein, et 30% qui vont rentrer dans des conflits avec des figures d'autorité. Donc ça, c'est pour montrer que c'est pas toujours un tableau complètement propre, hein, où il y a que de l'anxiété, et c'est des élèves qui sont très bons et qui sont très bons en classe. Des fois, bah, il y a aussi euh, une diminution des performances scolaires et puis une certaine conflictualité. Il y a quand même plus de 80%, 88% des jeunes qui avaient une phobie scolaire qui avaient un diagnostic associé. C'est-à-dire, il n'y avait pas juste refus scolaire anxieux, il y avait autre chose. Et les diagnostics les plus fréquents, c'était 1 sur 3 qui avait une dépression. Donc dépression qui nécessite un antidépresseur quand même, en général à ce stade-là. Pas loin d'1 sur 3 qui avait une phobie sociale. Donc la peur d'être avec les autres, de se socialiser. 1 sur 5 qui avait un trouble des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, dysgraphie. Le TDAH hein, était pas absent, hein, il y en avait quand même 10%. Il y en avait, bon, un peu moins. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'était des choses qui étaient moins fréquentes. Euh, Moi, je pense que l'état de stress post-traumatique du harcèlement est sous-estimé. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent très mal le fait d'avoir été harcelés plusieurs années avant. Dans la relation aux professionnels, il y avait quand même, bon, globalement, les parents se sentaient plutôt compris par l'école et par les professionnels de santé.
mais il y avait quand même 27% des parents qui disaient qu'ils se sentaient rejetés par l'école et un peu moins par les professionnels de santé. Donc il peut y avoir ce risque-là. Bon, là, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, on a étudié l'évolution sur plusieurs années de ces jeunes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents profils. Il y en a qui reprennent bien l'école, d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Je vais pas rentrer dans tout le détail. Vous pouvez juste regarder le cluster 3. En rouge, c'est quand on va pas du tout à l'école. Et en bleu et vert, c'est quand on arrive à y aller une grosse majorité de l'année, même si on a à peu près 2 semaines d'absence par an, mais pas plus que ça. Et donc, celui qui est intéressant, c'est le cluster 3, c'est-à-dire c'est des élèves qui vont très mal pendant les 2 premières années, hein. Là, le premier bloc, c'est première année, deuxième bloc, c'est deuxième année, et troisième bloc, c'est troisième année. Et donc là, on voit que la première et la deuxième année, ils sont hyper déscolarisés, mais la troisième année, ils y retournent. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe pour ceux-là, c'est souvent, ben, il n'y a pas de mystère, des jeunes pour lesquels il y a eu un traitement assez agressif, hein, c'est-à-dire plusieurs professionnels de santé impliqués, l'école est impliquée, euh, on fait en sorte qu'il y ait un médicament s'il y a besoin, enfin voilà, on mobilise absolument tout le monde, et en fait, ça marche, et de manière précoce, voilà. Euh, nous, c'est surtout ce qu'on a retenu, c'est que bah, en fait, les traitements précoces et intensifs aident. Et malgré tout, ils aident au bout de la troisième année, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout exceptionnel, au contraire, d'avoir 2 années où on est à la maison. Euh, et si vous voulez plus de détails, il y a plein de détails dans l'article, mais c'est un peu, ça devient un petit peu. Et puis je veux garder du temps pour nos discussions. Dans les autres choses qui étaient importantes, c'était de voir avec ce questionnaire, il y a beaucoup de jeunes donc, qui ont des symptômes somatiques qui sont probablement liés quand même un peu à l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire une hypervigilance, surtout si on sait qu'il y a 1 sur 2 qui ont été harcelés. Mais ce qu'on voyait en France, c'est que malgré tout, ces jeunes-là, ils se retrouvaient avec plus de médicaments prescrits, mais ils n'avaient pas plus de psychothérapie, notamment ils n'avaient pas plus de psychothérapie du traumatisme, hein, et de psychothérapie psychocorporelle, c'est-à-dire méditation, etc., qui permet d'apprendre à réguler tous ces signaux du corps. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous connaissez un enfant ou un ado qui a beaucoup de symptômes physiques, c'est important de prendre en compte ces psychothérapies psychocorporelles, hein, le MDR, la méditation, parce que ce qui se passe souvent, c'est que on finit par avoir peur des signaux du corps parce que le corps part un peu dans tous les sens et nous envoie plein d'alertes. Et on finit par se replier justement dans l'espoir que le corps arrête d'être angoissé. Mais bon, évidemment, ça marche pas comme ça, hein. Plus on se replie, plus le corps finalement devient angoissé de plein de choses. Et donc, il va falloir s'exposer un petit peu à ces angoisses tout petit à petit en étant accompagné avec quelqu'un. Mais tout ça pour dire qu'une psychothérapie classique qui est juste par la parole, par exemple, on va juste aller discuter de comment s'est passée sa semaine, va pas forcément aider quand on a toutes ces angoisses corporelles. Et il faut une psychothérapie qui aide euh, à être au contact du corps, de sentir, dire, j'ai la boule au ventre, j'ai un nœud dans la gorge, je vais respirer dedans. Et je me rends compte qu'en fait, cette boule au ventre, ce nœud dans la gorge diminue. Voilà, c'est ce genre de technique qui est importante à prendre en compte. Et puis on a fait aussi des études un peu sur les jeux vidéo, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné par ce sujet-là. Il y a l'article de Emma Boussan, qui est d'ailleurs écrit en français, qui montre un peu euh, quelle est la fonction, quel rôle vient prendre le jeu vidéo quand on n'arrive plus à aller en classe et qu'on est très angoissé. Et il y a différentes fonctions et ça peut vous aider à comprendre si jamais vous avez un peu ce problème superposé qui vient se rajouter à la question du refus scolaire anxieux. Côté santé, donc il faut savoir que c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle, même au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que, il n'y a pas d'équivalence entre les catégories. C'est-à-dire que les médecins utilisent des mots, notamment phobie scolaire anxieux, refus scolaire anxieux, troubles de l'assiduité scolaire, et à l'éducation nationale, on utilise d'autres mots qui sont absentéisme et décrochage. Mais en fait, c'est en partie les mêmes élèves, mais pas complètement, et on n'a pas vraiment d'équivalence.
Il y a une autre difficulté qui est que comme il y a le secret médical, c'est parfois difficile pour l'école de prendre la mesure du problème parce qu'en fait, ils savent que l'enfant ne vient pas, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Et donc souvent, le diagnostic médical intervient assez tard. Euh, Ça, on va passer. Cet article-là, si ça vous intéresse, il date de 2017, mais en fait, il reste complètement valable. C'était un article que j'avais écrit pour les médecins généralistes et qui est écrit très, très simplement, avec l'idée de qu'est-ce qu'on va demander à son médecin généraliste si on a un enfant qui commence une phobie scolaire. Et ben en fait, c'est important de commencer par aller voir le médecin généraliste avant même d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors, pour le certificat, évidemment, mais pas que pour ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses à vérifier, notamment sur le plan corporel. Est-ce que l'enfant n'est pas anémié, hein? Est-ce qu'il n'a pas un taux d'hémoglobine qui est trop bas? Peut-être ça peut le fatiguer. Un enfant qui est anémié peut donner l'impression il refuse d'aller à l'école alors qu'en fait il est épuisé. Est-ce qu'il n'a pas des problèmes hormonaux? Enfin voilà, il y a un certain nombre de bilans à faire, il y a une prise de sang à faire pour vérifier qu'on n'a pas un enfant qui est malade physiquement. Euh, et ça va être important de se coordonner rapidement avec son médecin généraliste, ce d'autant que les psychiatres sont quand même assez rares. Et donc très souvent, ça va être le médecin généraliste qui va assurer le suivi et l'interface avec l'école. Donc que retenir? Moi, je pense que médicaliser, c'est pas toujours indispensable. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas du tout aller voir un médecin. Je pense que oui, il faut aller voir un médecin, il faut vérifier que tout va bien. Mais il va aussi falloir faire des choses en dehors du médecin. Et je pense qu'en tant que parent, je vous dis ça, mais vous le faites déjà et vous vous en êtes bien rendu compte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de coordonner les choses, rien ne se passe. Pourquoi? On a une pénurie de médecins tout court, on a une pénurie en particulier de médecins scolaires. On a une difficulté de formation relationnelle des enseignants et une difficulté vis-à-vis du secret médical partagé. Mais en fait, euh, le fait que les médecins soient moins abondants, il va falloir de plus en plus discuter entre famille et école et réussir à comprendre suffisamment sur la phobie scolaire pour que ce soit géré dans ce cadre-là. Euh, et donc, j'espère, moi j'y travaille parce que je forme aussi certains enseignants un peu à la psychologie de l'enfant et de l'ado. L'idée, c'est d'augmenter la formation relationnelle des enseignants, c'est-à-dire que ils comprennent un peu mieux qu'est-ce qui se passe quand un enfant ne vient pas en classe. C'est pas nécessairement qu'il n'est pas intéressé, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent. Une formation au secret médical partagé, moi c'est ce que j'espère, pour l'instant ça n'existe pas. Mais que certains enseignants qui puissent être référents pour l'élève, qui sont pas forcément le référent indiqué en début d'année, mais qui est l'enseignant avec lequel ça accroche le mieux. Nous, on commence toujours comme ça quand on essaye de faire un PAI avec les ados, c'est en fait quel est ton prof préféré? C'est pas parce que c'est le CPE, c'est pas parce que c'est le prof principal que c'est la bonne personne nécessairement. C'est avec qui est-ce que tu te sens le mieux en classe? Et nous, c'est avec ce prof-là que je veux parler, moi, parce qu'en fait, c'est celui-là qui va aider à reprendre le chemin de l'école. Et donc, moi, ce que j'espère dans les années à venir, on verra, avec avec la pénurie médicale, etc., c'est de se rendre compte qu'en fait, on peut pas toujours avoir un secret médical et que former au secret médical partagé, c'est-à-dire que évidemment l'enseignant n'est pas censé tout raconter, mais il pourrait, en tout cas cet enseignant référent, savoir un peu plus ce qui se passe pour pouvoir accompagner l'élève. Et donc, du côté du professionnel de l'école, c'est comprendre que l'interprétation du comportement de l'élève, c'est pas toujours bien fait et ça a quand même un impact sur le parcours de l'élève, hein. Donc, distinguer le comportement des intentions, c'est-à-dire si je vais pas en classe, c'est pas que je m'en fiche, je peux ressentir plein d'émotions dans mon corps. Il y a un décalage entre le comportement et le ressenti. Et il y a plein de malentendus culturels et sociaux qui font qu'on risque d'ignorer les minorités. Ça, je vous en ai parlé. Et donc, l'idée de se former en psychologie, de comprendre un peu tout ça, c'est pour aider les autres et aussi soi-même. Donc moi, j'encourage beaucoup les enseignants à le faire, mais ça marche aussi pour les parents parce que, évidemment, ce que les parents disent le plus souvent, c'est le jour où il a arrêté d'aller en classe, on a commencé à lui dire, mais
Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Moi aussi, je me lève pour aller au boulot, même quand j'ai pas envie de me lever, etc. La vie, c'est pas si simple. Et donc de sermonner l'enfant, alors qu'en fait, c'est un enfant qui n'en peut plus. Et donc souvent, les parents sont un peu obligés de se former à cette psychologie sur le tas, c'est-à-dire ils se rendent compte que culpabiliser ou disputer, bah, en fait, ça marche pas. Euh, que leur enfant va très mal et que leur enfant a bien compris, il comprend bien les règles du jeu, il essaye de faire au mieux, mais là simplement il n'y arrive plus. Donc il va falloir être sur une approche un peu plus subtile. Euh, donc moi dans les choses que j'ai vues qui marchaient à l'école, et j'ai presque fini. Euh, Juste pour vous dire qu'est-ce qui serait un monde idéal, en fait, à travers les différents établissements que j'ai rencontrés et pour voir ce qui marchait bien. En fait, ce qui marchait bien dans le meilleur des mondes. Et vous pouvez aussi y contribuer parce qu'en fait, ce genre d'ambiance, ça dépend, des fois, ça dépend aussi de la rencontre avec le parent, de comment la sauce prend, quoi. Mais en fait, ce qui marche bien, c'est quand il y a une désegmentation du travail relationnel, c'est-à-dire que entre les profs, les infirmiers, etc., tout le monde prend un petit peu à sa charge de pouvoir soutenir l'élève sur le plan émotionnel. C'est pas juste le rôle de l'infirmière, mais ensuite les profs sont insensibles et pas concernés. Et donc, autre chose qui marche bien, c'est la désegmentation des temps d'enseignement et de vie collective. Une des choses qui marchait bien dans une des écoles que j'avais vues, et c'était notamment l'école rurale en fait, c'était que leur manière d'accueillir les enfants et ados qui avaient une phobie scolaire, c'était que ils pouvaient venir à l'école, mais ils n'étaient pas obligés d'aller en classe. Et ils pouvaient notamment venir pour des fois passer une semaine dans le couloir de l'administration à aider le directeur à ranger des papiers, faire des photocopies, être un petit peu là, en fait, leur présence était autorisée et même on leur donnait un petit truc à faire. Et en fait, ça marchait très bien parce que ce que ça donne comme message à l'enfant, c'est en fait, tu es bienvenu, quel que soit ton état, même si t'es pas en forme, même si tu te sens pas d'aller en classe, même si c'est difficile avec tes camarades de classe, en fait, on est quand même content de te voir, on a envie ta présence est importante pour nous. Et en fait, c'est énorme, en fait, c'est magique parce que très souvent, les élèves en France, notamment dès que les lycées sont plus gros, etc., ou les collèges sont plus gros, ont l'impression qu'ils ne sont là que pour les heures de cours, qu'en dehors des heures de cours, on ne veut pas d'eux, même que à la récréation ou en dehors de la queue de la cantine, ils sont toujours un peu chassés d'un endroit à un autre, hein. Il faut partir d'ici, il faut sortir du couloir, vous n'avez pas le droit de rester au CDI, etc. Bon, il faut les mettre dehors dans la cour en permanence. Et donc, ils ont l'impression d'être jamais à leur place, quoi. Et en comparant, par exemple, avec... euh, il y a des collèges et des lycées en Allemagne, où je prends pas mal d'exemples d'Allemagne parce que j'avais fait pas mal de comparaisons. Le lycée est ouvert tous les mercredis après-midi et puis une partie des samedis. euh, et puis sur des temps de soirée, juste pour des clubs en fait. Donc si on veut venir jouer aux jeux vidéo au lycée, on peut. Si on veut y faire un club de telle ou telle chose, c'est possible. Si on veut juste traîner entre copains au lycée, c'est possible. Et en fait, on s'y sent mieux. Parce que du coup, on se rend compte que bah, si on n'a pas révisé son contrôle, qu'on a la boule au ventre, que on est angoissé, bah, on peut quand même être là, qu'on sera bienvenu. Donc, ce qui marchait aussi, c'était d'aller à la rencontre des parents les plus éloignés de l'école. Donc ça, c'était encore une initiative du côté de l'école. Mais pensez-y en tant que parent de l'autre côté, hein. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez contribuer à ça. Donc quand l'école va à la rencontre des parents les plus éloignés, ça marche bien. Et notamment, une des choses qui marchait très bien, c'est quand l'enseignant principal téléphone à tous les parents en début d'année pour dire bonjour. C'est-à-dire, ah bonjour, bah, je suis Madame Machin, je vais travailler avec votre enfant cette année, je suis l'enseignant principal. Je vous appelle juste pour faire connaissance et je suis vraiment contente de travailler avec vous cette année et je suis sûre que ça va être une bonne année. Et bah ça change tout parce qu'en fait, très souvent, les parents s'attendent à ce que s'ils reçoivent un coup de fil de l'école, c'est soit que leur enfant a fait une bêtise, soit qu'il est arrivé un malheur à leur enfant, qu'il a une fracture ou je sais pas quoi. Donc le simple fait de voir le numéro de l'école sur le téléphone est anxiogène, quoi. Et ben là, ça change complètement cette dynamique-là. Euh,
Et en fait, notamment ce qui marchait bien, c'était de organiser un petit pot avec les parents, début d'année, un moment convivial, etc. Et surtout, on sait bien que les parents les plus éloignés de l'école, ils viennent même pas à ce genre de pot, hein. C'est de les appeler, ceux qui sont pas venus, pour dire, en fait, j'ai quand même envie de vous rencontrer, même si vous n'avez pas pu venir. Et donc, les établissements plus petits, qui sont peu hiérarchiques, qui sont autonomes, marchent bien. Et c'est pas un mystère. Certains d'entre vous connaissent le fait qu'il y a certains établissements de rescolarisation après la phobie scolaire qui fonctionnent sur ce modèle-là, hein, le micro-lycée, etc., qui sont bon, ça, c'est en région parisienne et malheureusement, l'offre n'est pas énorme partout, mais en tout cas, ce qui marche bien, c'est sur ce modèle-là, c'est-à-dire tout petits établissements qui sont peu hiérarchiques entre les enseignants et la direction, mais aussi entre les enseignants et les élèves, qui sont assez autonomes, un peu autogérés, etc. Le lycée autogéré aussi. Et donc, du côté des élèves, il y a vraiment ce désenchantement vis-à-vis des relations sociales, hein, et c'est pas une incompétence relationnelle que d'être désenchanté vis-à-vis des relations sociales. Et en fait, c'est plutôt une quête d'authenticité relationnelle. Donc, c'est important de pas être dans un forçage, mais de voir qu'est-ce qui sonne juste, hein, comment on va se resociabiliser avec les autres. Ça, il peut y avoir un soutien dans le soin, avec par exemple les hôpitaux de jour qui vont servir de lieu de resocialisation, mais à petite dose, sans gros enjeux, etc., pour essayer de reprendre, mais reprendre en faisant différemment, en essayant d'être dans cette authenticité. Reconnaître les efforts qui ont déjà été entrepris par l'élève, hein, donc c'est tenir compte de l'épuisement émotionnel. Les pairs PAIRS, hein, donc les copains de classe, etc., mais aussi des fois les copains dans le soin, peuvent être un soutien à la persévérance. Et je pense que la question qui est toujours ouverte pour les parents, c'est est-ce que je suis en train de surprotéger mon enfant ou est-ce que je suis en train de m'ajuster à ses besoins? Et ça, c'est en fait, c'est one day at a time, hein, comme ils disent ici, donc c'est un jour à la fois. Il faut essayer de revoir petit à petit en discutant avec les soignants, avec les enseignants, avec l'ado, quel serait le petit pas de plus qu'on peut faire, mais aussi des fois savoir qu'on fait deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, et que c'est comme ça en fait, hein, et qu'on va y aller petit à petit. Donc le secret, comme je disais, c'est le dialogue. À chaque fois qu'il y a du dialogue, ça marche quand même énormément entre les parents, le jeune, l'école, la santé mentale et la santé physique, hein, avec le pédiatre ou le médecin généraliste. Et puis de continuer ce dialogue. Moi, les meilleurs PAI que j'ai, et je continue à en faire de temps en temps pour certains ados que je suis à distance en France, les meilleurs PAI que j'ai, c'est en fait les PAI qui sont réajustés semaine après semaine avec entre parents, ados et enseignants. Évidemment, moi, je peux pas faire une consultation par semaine, c'est impossible. Mais donc, je donne une ligne directrice sur un mois. Mais en fait, ce qui marche bien, c'est de réajuster au quotidien. Euh, c'est ça, en fait, qui permet de reprendre petit à petit et de faire les choses bien. Si ça vous intéresse, il y avait ce livre qu'on avait publié avec Aurélie Arf et Marie-Rose Moreau sur la phobie scolaire qui résume un peu certaines choses et puis qui donne, enfin voilà, c'est un bon guide pour avoir une vue d'ensemble, je dirais. Et je pense que je vais m'arrêter là, voilà. J'ai parlé un peu plus, mais il nous reste quand même un peu de temps pour les questions. Un grand merci, Leïla. Effectivement, on va circuler dans la salle parce déjà applaudir. Qui est-ce qui souhaiterait intervenir, rajouter une information, poser une question? Moi, j'ai pas de questions précises, mais je veux vous remercier de cet exposé qui était clair, accessible et complet à la fois, et où j'ai retrouvé beaucoup de ma vie, voilà, enfin de ma vie de parent. C'est juste dire merci, mais j'ai pas de questions, c'était très clair. Bonjour, moi aussi voudrais vous remercier de votre présentation et j'aurais une toute petite demande de précision à vous demander. Quand vous exposiez les différents facteurs qui avaient été identifiés dans les entretiens avec les parents, vous vous exposiez donc la colère à 27%. Est-ce que c'était une colère qui était ressentie par le jeune ou par les parents? J'étais plus très sûre de...
Oui. Alors, dès qu'il y a des chiffres, c'était pas des entretiens, c'était un questionnaire, hein. Les entretiens, c'est quand je vous ai mis des petites vignettes. On avait moins de monde, mais donc là, l'étude par questionnaire, c'était effectivement sur à peu près 1300 par an. Il y en avait 1900 qui avaient participé, hein, et d'ailleurs, l'association Phobie Scolaire a énormément aidé. Mais on a. Bon, c'est toujours pareil dans les statistiques, après on doit faire du ménage, etc., pour savoir ce qu'on analyse. Donc sur ces 1300 par an. Quand il parlait de la colère, il parlait du jeune qui ressent de la colère, pas du parent qui ressent de la colère. C'était que des questions qui portaient sur votre enfant, votre adolescent. Est-ce que votre enfant a été harcelé? Est-ce que votre enfant a vécu une séparation familiale? Est-ce que votre enfant a de la dépression, de la colère, etc. Donc on interrogeait les parents. Euh, D'ailleurs, c'est un peu triste les statistiques parce qu'on est obligé de beaucoup nettoyer de choses qui seraient super intéressantes. Mais on avait certains jeunes adultes qui avaient accepté de répondre pour eux-mêmes. Et en fait, c'était les mêmes questions, quoi. Simplement, au lieu de dire pour votre enfant, ils parlaient pour eux-mêmes. Et donc, c'était hyper intéressant. Mais on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu une trentaine à peu près. Et du coup, on a dû les sortir de l'analyse, malheureusement. Parce que dès qu'on fait des analyses statistiques, il faut qu'on ait un groupe homogène, quoi. Donc on était obligé de analyser que les parents. Euh, voilà. Mais techniquement, on aurait pu poser la même question à des gens qui ont vécu une phobie scolaire et qui ont envie d'en témoigner. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des recommandations sur le type de thérapie à proposer, thérapie des schémas, thérapie comportementale, thérapie type psychanalyse? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Oui, merci pour la question. C'est vrai que je n'ai pas détaillé. Alors, le refus scolaire anxieux, il y a anxieux dedans, donc ça fait partie des troubles anxieux. Et ce qui est le mieux validé et évalué, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Et notamment, alors la thérapie des schémas, c'est intéressant parce que c'est un peu comme une thérapie cognitive et comportementale de troisième génération. De troisième génération, ça veut dire qu'on intègre de l'émotion. Donc il y a la pensée, quelle pensée on a en tête, quel comportement on fait, et puis comment je gère mes émotions qui montent. Donc je dirais la thérapie des schémas, ça marche aussi. L'intérêt de la thérapie cognitive et comportementale, c'est que il va y avoir un plan avec le psychologue d'essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort à chaque fois en commençant par des tout petites choses. Et on va suivre. Moi, ça m'arrive d'en faire de la thérapie cognitive et comportementale quand c'est moi qui accompagne un peu seule, mais ça peut être fait de manière plus ou moins structurée. L'objectif, c'est de faire toujours un peu plus. Par exemple, le premier jour, je vais simplement aller dans le quartier de mon école. Je vais pas m'approcher, je vais pas être dans la rue de l'école, je vais juste faire le chemin du trajet. Et quand l'angoisse devient insupportable, parce que des fois l'angoisse monte 4 rues avant l'école, eh bien je vais m'arrêter là. Je vais rester avec l'angoisse. Je vais pas faire un demi-tour et je vais apprendre à mon corps. C'est des questions de conditionnement hein, la thérapie cognitive et comportementale, c'est-à-dire reconditionner mon corps au fait que cette angoisse est tolérable et cette angoisse va finir par passer. Et en fait, si je reste juste là dans la voiture, par exemple, ou sur place, ou je m'assieds sur un banc si je suis venue à pied, évidemment, avec l'aide du parent, il y a certains thérapeutes qui font même les trajets, hein. Ça, bon, ça, c'est des thérapeutes en or. Euh, je vais rester là si mon angoisse est à 10 sur 10. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 5 minutes, mon angoisse, elle va être à 7, puis à 6, puis à 5. Et quand mon angoisse, elle va être à 3 ou à 2, je peux éventuellement aller un peu plus loin et puis refaire la même chose et respirer et m'arrêter. Et surtout, ce que je montre à mon corps, c'est qu'en fait, l'angoisse va diminuer. Et le moment où j'arrête l'exercice, c'est un moment où je suis sur une angoisse contrôlée, 2 ou 3, même si je ne suis pas allée plus loin que cet endroit-là. Ce que je vais enregistrer dans mon cerveau, parce que le cerveau retient la dernière information qu'il a reçue, c'est qu'en fait, ça va. En fait, ça va, le ciel n'est pas tombé sur ma tête, j'ai réussi à le gérer, mon angoisse diminue. Et donc, ce que mon cerveau va retenir, c'est que la dernière fois que j'étais à cet endroit-là, mon angoisse était à 2 ou 3.
Et donc c'est ça le principe de la thérapie cognitive et comportementale, et on va comme ça se rapprocher de l'école, ensuite passer le portail, après rester assis dans le hall, ensuite aller juste en classe 10 minutes, etc. Et c'est hyper important, quelle que soit la cause de la phobie scolaire. Que vous ayez une dyslexie, du harcèlement, une famille qui a eu plein de problèmes, en fait, à un moment donné, il va falloir pouvoir y retourner et reconditionner le cerveau. Comme je vous disais, plus il y a des manifestations corporelles importantes, des crises de panique, le cœur qui bat, la gorge qui est nouée, etc., plus c'est important d'intégrer des dimensions de méditation psychocorporelle qui sont en fait très fréquente dans les thérapies cognitives et comportementales de troisième génération, parce que c'est la troisième génération qui intègre les émotions. Et donc, ça veut dire des exercices de respiration, de la relaxation, de la sophrologie, etc. Normalement, un psychologue qui est formé à ça peut à la fois avoir ce petit plan d'action de dire chaque jour on va faire un petit peu plus, et au même temps apprendre à respirer, souffler, accepter que des fois notre corps il est tout activé mais qu'en fait c'est pas grave, on peut rester avec cette sensation-là. Donc ça c'est le plus efficace, vraiment. Les thérapies classiques psychanalytiques, elles ont un intérêt, je dirais, qui est d'un peu plus long terme, qui est que parfois en fait il s'était passé quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et ça aide petit à petit le fait d'apprendre à parler, à se raconter, à s'ouvrir un petit peu. Des fois, ça aide le jeune à pouvoir dire ce qui s'était passé. Moi, j'ai une jeune que j'ai suivie pendant 2 ans. On avait fait toute la rescolarisation, etc. Et en fait, au bout de 2 ans, elle a pu dire que ce qui s'était passé avant le début de sa phobie scolaire, c'est que elle avait été attouchée sexuellement sur le chemin de l'école par 2 jeunes. Et on l'a su 2 ans plus tard. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait rien dire pendant 2 ans. Et bah, le fait d'avoir l'habitude de pouvoir se raconter, ce qui est un peu le principe de la psychothérapie psychanalytique, où on va voir quelqu'un, on confie des choses, et bah, ça aide. Mais souvent, quand c'est seul, c'est insuffisant parce que on aura beau avoir cherché partout, ouvert tous les tiroirs, regardé quelles sont les causes, et bah, il y a un moment donné, il va falloir passer à l'action et faire ce programme de reprise. Et là, la thérapie cognitive et comportementale, elle aide beaucoup mieux, quand même, beaucoup plus. Je dirais pour tout le monde, tout ce qui est relaxation, méditation, tout ça aide énormément. Et pour certains qui ont vraiment un traumatisme identifié, hein, c'est-à-dire pendant quelques années, ils étaient enfermés dans les casiers tous les jours, etc. Dès qu'ils passent ou dès qu'ils voient telle personne, ils ont des flashbacks, etc. Il peut y avoir des thérapies spécifiques du trauma, c'est-à-dire EMDR notamment, hein, c'est celle avec le mouvement des yeux comme ça, ou les mouvements alternatifs où là, l'idée, ça va être de se désensibiliser dans le cadre de la thérapie, en séance, etc., dans un lieu sûr, de reprocesser ce souvenir et qu'il soit plus aussi envahissant qu'un souvenir traumatique. Le souvenir traumatique, il n'est pas stocké dans le même endroit de notre cerveau, de notre mémoire, qu'un souvenir ordinaire. Les souvenirs ordinaires, ils sont dans l'hippocampe, quoi, et les souvenirs traumatiques, ils sont dans l'amygdale. Et donc, dans l'hippocampe, dans les souvenirs ordinaires, ils sont là pour raconter une histoire, c'est une partie de notre histoire, il y a des souvenirs joyeux, il y a des souvenirs tristes, c'est comme ça, mais c'est intégré, quoi, il y a un fil conducteur. Quand c'est dans l'amygdale, c'est dans une espèce de zone qui est une zone d'alerte permanente, quoi. Et donc le jeune, il est en alerte permanente dès qu'il est proche de l'établissement où ça s'est passé, ou alors d'un autre établissement, parce qu'en fait, tout devient associé à ça. Il va falloir pouvoir reprocesser un peu ces mémoires-là, hein, ces souvenirs, pour en fait, on les recode quelque part dans quelque chose d'un peu plus linéaire, d'unifié, qui ne nous active pas, hein, qui ne nous met pas en situation de panique dès qu'on y pense. Et ça, il y a les psychothérapies du traumatisme qui peuvent, je dirais, se surajouter à n'importe quelle thérapie en cours, notamment une thérapie comportementale. Si à un moment donné, on voit qu'en fait, c'est ça qui bloque, on peut tout à fait faire des séances là-dessus. J'espère que ça répond à votre question. Alors moi, j'avais une question. Vous avez dit à un moment que pour une bonne partie des jeunes, même si on ne généralise pas,
il y a toute une phase presque invisible, et puis tout d'un coup, moi, l'image que je prends, c'est l'élastique qui craque, et ça semble brutal alors que ça ne l'est pas. Et du coup, et en même temps, on sait que plus on prévient ou on anticipe et qu'on prend en charge tôt, mieux c'est pour l'avenir. Et donc, comment est-ce que vous avez des pistes ou des suggestions pour comment prévenir, anticiper dans ces contextes-là? Oui. Alors, en vous écoutant, je me suis rendu compte que j'ai oublié des thérapies, notamment les thérapies de groupe, dans les choses qui marchent aussi. Et c'est vraiment complémentaire des thérapies individuelles, hein. C'est les thérapies qui sont proposées en hôpitaux de jour, souvent, hein, donc c'est resocialisation entre ados, euh, entre jeunes, ça marche très bien. Et puis, il y a les thérapies multifamiliales qui marchent bien, qui ont été montrées, donc c'est-à-dire plusieurs familles, parents, jeunes, etc., qui se regroupent euh, pour, euh, euh, pour à la fois avoir, enfin, pour faire partie de la solution ensemble, c'est-à-dire, c'est aussi un peu ce que l'association apporte, euh, penser des choses à plusieurs, et ça marche assez bien, notamment parce que des fois, on a besoin de voir chez les autres des choses qui marchent pas chez nous pour réussir à se dire, ah bah tiens, je pourrais faire différemment, voilà. Et donc, il y a plein de choses qui circulent entre les familles et qui font que les familles se retrouvent à bien s'entraider dans le cadre de la thérapie multifamiliale. Donc, ça marche bien pour la phobie scolaire. Pour répondre à votre question, bah, je pense que c'est un peu une question... c'est un peu la question de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on se dit toujours qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu voir, maintenant que les choses sont installées, comment est-ce que j'aurais pu faire mieux. Je pense que déjà, il faut dire clairement, très souvent, on voit rien. Donc très souvent, on n'aurait pas pu vraiment faire autrement. Et il faut être en paix avec ça, hein, quels que soient les efforts qu'on fait pour aider après coup, bah, des fois, on n'avait pas pu voir parce que l'enfant cachait trop. Parfois, il y a des petits signes avant-coureurs, notamment chez les enfants un peu plus jeunes, qui sont les maux de ventre, les maux de tête le dimanche soir, chez un enfant qui va en cours toute la semaine, hein, mais qui est pas très bien à la fin des vacances scolaires, des petites choses comme ça, où on peut se dire, tiens, en fait, ces espèces de maladies-là, en fait, c'est peut-être quand même de l'angoisse. Donc ça, souvent, ça fait partie des choses qui peuvent être perçues un peu en avance. Quand c'est le cas, de pouvoir essayer de discuter avec l'enfant, est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse? Notamment, on le voit beaucoup chez les plus petits, c'est-à-dire à l'école primaire, où l'année où ils ont peur de la prof, bah, ils ont mal au ventre tous les dimanches soirs, etc. Et parfois, les parents font pas forcément le lien et l'enfant n'est pas capable de dire. Donc ça fait partie un petit peu des choses. Mais sinon, voilà, je pense que réagir au plus vite quand on s'en rend compte, c'est déjà pas mal. Il nous reste 5 minutes. Moi, je voudrais poser Quelqu'un une d'autre? question. Oui. Ah, je voudrais poser une question, si c'est possible, vite fait. Donc, est-ce que c'est la question un peu contraire, le contraire d'anticiper. Est-ce qu'à un moment donné, il est trop tard pour agir, même si on ne parle plus de phobie scolaire parce que c'est fini la scolarité et que c'est devenu une phobie sociale? Est-ce que ces thérapies peuvent encore fonctionner? Oui, bah, je pense que là, ça dit vraiment quelque chose de la transition à l'âge adulte. C'est-à-dire que très souvent, après 18 ans, eh bien, l'école, c'est fini. On se retrouve un peu dans un vide de soins. Je dis ça en tant que pédopsychiatre, hein, c'est-à-dire que des fois, on ne sait pas trop à qui adresser. On n'a pas beaucoup de structure pour les jeunes adultes. Et pour le coup, ça a été montré hein, ça déjà, c'est des résultats qui ont 20 ou 30 ans, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a en gros euh, à peu près un tiers des jeunes avec phobie scolaire qui vont complètement reprendre et qui n'auront aucun souci par la suite. Euh, et c'est oublié, quoi. Un tiers, et là je parle de jeunes adultes, hein,
qui vont reprendre, réussir à travailler, etc., mais qui vont quand même des fois avoir un peu de dépression, un petit peu d'anxiété. Il reste des petites choses pour lesquelles le suivi pourrait être bien. Et puis un tiers pour lesquels, au début de l'âge adulte, ils sont encore bloqués, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas réussi à reprendre euh, quoi que ce soit, et c'est très difficile. Donc effectivement, quand la reprise se passe pas très bien, évidemment, je pense qu'il faut continuer tout ce qui est le suivi en termes de dépression, de phobie sociale. Ça veut dire que des fois, il faut un médicament. La phobie sociale, ça fait aussi partie des troubles anxieux, donc ça fait partie des choses pour lesquelles la thérapie cognitive et comportementale, ça marche. Et si on a un jeune qui est devenu un jeune adulte, il n'y a plus vraiment de soutien classique du soin, la thérapie cognitive et comportementale, ça fait quand même partie des choses qui normalement marchent. C'est-à-dire avoir un suivi, se remotiver et voir qu'en fait, si aujourd'hui c'est sortir de la maison l'objectif, et ben on sort de la maison. Peut-être que demain on ira faire un tour dans le quartier, peut-être qu'après-demain, etc., etc. Et petit à petit, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Donc ça, je vous dis, c'est quand il y a une phobie sociale ou une anxiété généralisée, etc., qui est un peu, qui est pure et pour lequel la thérapie cognitive et comportementale peut marcher. À ce stade-là, en général, il faut un médicament aussi, c'est-à-dire que le médicament va permettre de réduire le niveau d'anxiété parce que probablement que l'anxiété est trop massive. Et à ce moment-là, il faut aussi faire ce qu'on appelle un bilan, je dirais, psychiatrique un peu plus poussé, parce que on a une petite minorité de jeunes pour lesquels, en fait, des fois, ils commencent, on s'en était pas rendu compte au début, mais c'était les premiers signes d'un trouble psychiatrique chronique important, comme une schizophrénie ou une bipolarité, et où en fait c'est des jeunes qui vont avoir besoin d'un suivi et de médicaments à vie, et où en fait là on est aussi dans un registre qui est plus lourd et où on aura beau essayer plein de choses, et même si après ils reprennent un boulot, une vie qui est fonctionnelle, ils pourront plus se passer d'un suivi psychiatrique, enfin ils vont avoir besoin de ce suivi toute leur vie, quoi. Donc je pense que c'est important de faire un bilan à ce moment-là, d'être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose de chronique. Mais oui, vous avez raison, ça peut arriver, enfin c'est fréquent qu'il reste des troubles anxieux à l'âge adulte. Voilà, merci beaucoup Lélia Benoît pour ce partage et cet exposé. Donc moi je suis Emmanuel Thiel, je suis pédopsychiatre en Belgique et je travaille bien sûr énormément avec des jeunes en phobie scolaire et avec de plus en plus de jeunes qui, vous l'avez souligné, associent la phobie scolaire à une phobie sociale massive avec parfois un repli complet que nos collègues japonais ont détaillé, hein, les hikikomori notamment. Mais je voulais vous poser une question précise par rapport à l'usage qui est très fréquent en Belgique de ce qu'on appelle un lieu refuge au sein des écoles. Donc, c'est-à-dire un lieu qui est aménagé souvent par le jeune au sein de l'établissement scolaire. C'est une petite pièce. Alors, il peut y mettre une photo, il peut y mettre sa musique préférée, un diffuseur de parfum avec un parfum qu'il aime bien, enfin quelque chose qui crée une certaine familiarité au sein de l'environnement a priori hostile qu'est l'environnement scolaire pour ce jeune, et avec une consigne qui est donnée à tous les intervenants scolaires dans le cadre du PAI que vous avez cité, qui est de laisser le jeune parfois se lever en plein milieu d'une heure de classe et d'aller rejoindre, peut-être le temps que son cerveau émotionnel s'apaise un peu, 20-30 minutes, ce lieu refuge. Je voulais savoir si vous aviez également cette pratique-là ou ce que vous en pensiez. Je pense que c'est une pratique qui fait sens, enfin, qui est hyper pertinente, ça m'étonne pas du tout que ça marche. Moi, ce que je trouve un petit peu triste, bon, c'est un aparté, c'est que on soit obligé d'en venir à faire des lieux refuges, tant l'école est devenue impersonnelle et industrielle. C'est-à-dire que ce dont je vous parlais tout à l'heure, des petits établissements ruraux
où il n'y a pas trop d'élèves, tout le monde se connaît, on peut aller discuter avec le directeur, on peut se retrouver autour d'un pot pour manger des gâteaux ensemble, on a le droit d'utiliser la cour en dehors des heures de cours, et ben, c'est cet espace qui vit, où évidemment on imagine bien dans cette petite école idéale, un élève qui dit bah, faut que je me lève, bah, ok, lève-toi, va bouger, etc. Mais c'est aussi des écoles où on peut se lever, se dégourdir, aller faire du yoga au fond de la classe, revenir s'asseoir, aller faire pipi quand on a envie, voilà, boire de l'eau en classe si on a soif, enfin, où il n'y a pas toutes ces contraintes qui sont quand même extrêmement rigides sur le corps et sur le rythme physiologique des élèves qu'on voit dans les établissements classiques que j'appelle industriels, où en fait on a beaucoup trop de monde pour pas assez d'adultes, des locaux qui sont pas adaptés, etc. Et évidemment, alors ce que ça me fait penser aussi dans cette idée du lieu refuge, c'est que là, j'en ai pas parlé dans cet exposé-là, mais on a une petite minorité d'élèves qui sont aussi neuroatypiques, donc c'est-à-dire qui ont une forme d'autisme légère, c'est-à-dire ils ont une intelligence qui est tout à fait normale, mais ils sont particulièrement sensibles au bruit, ils sont particulièrement sensibles à la confusion, au fait que les choses soient pas structurées. Et en fait, l'école est cette espèce de jungle où les trousses volent, enfin la journée est imprévisible, etc. Et ce qu'ils aimeraient dans le fond, c'est pouvoir être dans un lieu avec des coussins et un casque anti-bruit et lire tranquille. Euh, et donc je pense que évidemment c'est merveilleux et je pense qu'il faudrait encore plus l'intégrer comme quelque chose d'ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'avoir une phobie scolaire pour pouvoir aller se mettre dans un coin de la classe qui est, alors aux États-Unis ils appellent ça le cozy corner, hein, ils mettent des petits coussins, etc. Ou pour utiliser un masque, un casque anti-bruit même quand il y a du monde, ou pouvoir sortir sans d'avoir besoin qu'il y ait un médecin impliqué, un PAI, des choses signées pour qu'un élève puisse sortir de la classe quand il a besoin de sortir de la classe. Euh, donc voilà, les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire que vu qu'on est dans un système industriel, je pense que ce genre de mesure est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table et signe un papier que cet enfant va pouvoir sortir quand il a besoin, évidemment, ça donne des moments de répit. Et ils le disent très bien, en fait, les ados qui reprennent. Très souvent, ils ont envie de reprendre. Très souvent, ils ont des quelques jours qui se passent bien. Et puis, à un moment donné, ils sont trop fatigués. Et à ce moment-là, ils n'arrivent pas à récupérer suffisamment vite. Et donc, pouvoir se dire, dès que tu sens que là, ça te fait trop, tu satures un petit peu, hop, tu sors, tu vas dans ta petite bulle, tu passes une demi-heure, une heure, et puis tu reviens quand tu peux. C'est vraiment apprendre à doser ses limites, quoi. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je pense qu'en fait, que tous les enfants devraient pouvoir le faire, d'apprendre à doser quand ça va, quand ils ont besoin de prendre un peu de recul. Et ce qui est un peu dommage, c'est on soit dans un système tellement rigide qu'on soit obligé d'avoir le médecin et tout le monde impliqué pour recréer de la flexibilité et que les enfants puissent se reposer quand ils ont besoin, quoi. Mais oui, évidemment, je trouve ça merveilleux ce type de dispositif.